messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sous le thème Point des négociations avec le FMI, le Fonds monétaire international. Le Congo court toujours après un accord d'aide avec le Fonds monétaire international. Il semble que le pays ne soit pas à la hauteur de remplir les conditions posées par l'institution financière internationale. Il y a cependant de bonnes nouvelles associées à la volonté des autorités de conclure cet accord. Le Congo et la Chine viennent de trouver un accord de rééchelonnement de la lourde dette qui pèse sur le pays. Est-ce que cela peut être perçu comme un bon signe pour la relance des négociations avec le FMI? Telle est la toile de fond de ce grand débat pour lequel j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Alphonse Ndongo. Vous êtes journaliste économique. Bonjour. Bonjour, Nexan. Et juste en face de vous, j'ai Monsieur Hassan Bozir. Vous êtes analyste économique. Bonjour. Bonjour. Et en face de vous, c'est pas un jeu de ping-pong. Il y a Monsieur Gakoso Bambé, vous êtes panafricaniste. Ça n'a pas changé. La toute première question que je m'en vais poser à ces chers Monsieur Cyprien est celle de savoir est-ce que le Congo se donne-t-il une nouvelle chance en signant un accord de rééchelonnement de sa dette avec la Chine? Monsieur Hassan Bozir. Bon, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas du côté de FMI que le bas blesse. La situation, c'était que le Congo puisse améliorer sa gouvernance, c'était que le Congo puisse revoir sa dette avec les traders, avec la Chine, beaucoup plus la dette extérieure, de manière à ce qu'elle soit soutenable. Donc, si le Congo a réussi à rééchelonner sa dette avec la Chine, c'est tant mieux. Mais ce qui souhaiterait ici dans ce débat, c'est de faire qu'on puisse comprendre quelle est réellement cette dette qui a posé tant de problèmes au Congo et pourquoi en sommes-nous arrivés là et comment le Congo a pu négocier avec la Chine, parce qu'il faudrait que le gouvernement communique pour donner l'information aux citoyens, parce qu'on connaît comment se comporte la Chine. On a vu que la Chine ne cède rien pour rien. On a vu avec le Sri Lanka, par exemple, quand le Sri Lanka était dans l'incapacité de rembourser la dette de la Chine, il a négocié pour céder pour 99 ans la gestion de son port en eau profonde. Donc, qu'est-ce que le Congo a cédé à la Chine pour que la dette puisse être rééchelonnée? Pourquoi je le dis? Parce que la dette a été quand même énorme. Le 19 juin 2006, le Congo a signé un partenariat stratégique avec la Chine pour un montant de 1,6 milliard de dollars qui fait pratiquement autour de 900 milliards de francs CFA. En 2013, le Congo a signé, je crois, en mars 2013, 10 nouveaux accords bilatéraux avec la Chine et fin 2017, je crois, la dette s'est élevée déjà à 2,9 milliards de dollars. Or, cette dette a été accordée pour une dette concessionnelle avec un taux de 0,25% pour un délai, une durée de 20 ans. Donc, pratiquement zéro à rembourser. Maintenant, si aujourd'hui la Chine, malgré une dette concessionnelle comme ça, et que la Chine dit je vais rééchelonner la dette, je ne crois pas que la Chine ait accepté de faire ça comme ça. Donc, il faut que le gouvernement soit transparent pour dire aux citoyens j'ai négocié le rééchelonnement de la dette avec la Chine à tel prix. Ça, c'est l'information que le gouvernement doit avoir le courage de dire aux citoyens congolais. Vous allez y revenir. Monsieur Alphonse, donc est-ce que vous pensez que c'est vu d'un bon oeil du côté du FMI que la Chine ait accepté de rééchelonner la dette avec le Congo? De toute façon, on sait très bien que le Congo était justement dans les fourches codines du FMI, parce que le FMI exigeait de Brazzaville, évidemment, la transparence. Et pourquoi pas d'engager certaines négociations avec des traders. Transparence notamment dans le service de la dette. Et on sait très bien que l'essentiel de cette dette extérieure est détenu par la Chine. Et donc, en dehors de la Chine, on parle aussi de la Turquie, du Brésil, des traders, notamment Trafigura, Glencore. Au niveau de ces traders, le Congo, à un moment donné, a engagé un intermédiaire, notamment, je pense, Pigas, la banque Lazare à Paris, qui est gérée par Pigas. Pas Pigas qui gère les dépêches, mais je pense que c'est son frère. Son neveu. Voilà. Alors, et à ce niveau, je pense qu'il y a eu quand même un modus vivendi qui a été trouvé et il y a eu à ce niveau une restructuration, n'est-ce pas, de la dette du Congo envers ces traders. Il y a aussi UBA, notamment UBA, c'est-à-dire la banque nigériane qui est panafricaine et qui a une antenne chez nous au Congo.
Et c'est surtout l'épineuse question de la dette chinoise qui posait problème jusque-là. Même si les gens ne voulaient pas qu'on en parle, mais c'est tellement comme l'eau de roche aujourd'hui que c'est la Chine qui, malgré son orientation à une politique socialiste, mais on sait que de l'autre côté, c'est une économie pleinement capitaliste. Alors la Chine exigeait de Brazzaville certaines choses pour pouvoir restructurer cette dette et pourquoi la réchelonner comme c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, comme le disait Hassen, on peut se poser la question, qu'est-ce que le Congo donne à la Chine en contrepartie, parce qu'on n'est pas quand même à l'église, hein. Les Chinois, ils sont, à mon humble avis, plus capitalistes d'ailleurs souvent, et même moins humanistes que les Américains. Parce que le Chinois, il sait compter au centime près son argent, son renminbi, comme on dit. Est-ce que le Congo a cédé quelque chose? C'est des choses, j'espère, on va les creuser dans les jours, dans les mois et dans les années à venir. Mais à l'observation, j'ai quand même constaté qu'une délégation d'hommes d'affaires chinois s'est rendue chez nous il y a quelques mois pour pouvoir, pourquoi pas, gérer les zones économiques spéciales à Pointe-Noire. Je ne sais pas ce que cela a donné comme conclusion, mais je sens un activisme certainement de bon aloi de la part des opérateurs, des hommes d'affaires chinois. Et de l'autre côté, on a assisté à quelques jours, n'est-ce pas, l'exportation d'une bonne cargaison de fer de Mayoko, qui est notamment produit par une société à capitaux privés congolais, Polo Bambi, mais comme tout le monde sait, c'est le puissant président de la Chambre de commerce chez nous, oui, mais qui est en même temps très proche, n'est-ce pas, des réseaux du pouvoir. On a vu cette cargaison être prioritairement exportée vers la Chine. Je ne sais pas, est-ce que c'est juste dans le business commercial ou c'est certainement pour rassurer la partie chinoise sur notre démarche à œuvrer la main dans la main avec eux. Donc, c'est normal, tout à fait de bon aloi les questions que peut se poser Arsène. Parce qu'au Sri Lanka, on le sait très bien que la Chine n'a pas fait les choses à moitié. La Chine a exigé en contrepartie l'exploitation pendant une certaine longue durée du port en eau profonde du Sri Lanka. Et en ce qui concerne le Congo, on a beaucoup de richesses, mais on constate quand même, en ce qui concerne les négociations avec le fonds, que le Congo a pu finalement trouver, n'est-ce pas, un terrain d'entente avec la partie chinoise pour restructurer la dette et la réchelonner. Maintenant, le problème, c'est de savoir, comme disait une autorité, enfin, des services, une autorité qui est dans les hommes d'un homme d'affaires français, qui me disait qu'il trouvait quand même ces négociations entre le Congo et la Chine, n'est-ce pas, très opaques. Donc, ça veut dire que les autres voudraient bien savoir comment ça s'est passé. Nous allons accorder la parole à Gakoso Bombé. Est-ce que c'est vu d'un bon œil du côté du FMI lorsque le Congo et la Chine trouvent cet accord de rééchelonnement de la dette? Même si on ne sait pas encore, on va revenir sur la question, même si on ne sait pas encore ce que le Congo cède à la Chine, je ne pense pas que le Congo puisse céder le pétrole, mais on va y revenir. Est-ce que c'est vu d'un bon œil? Tout d'abord, mes félicitations pour le prix que vous avez obtenu. Ah, merci. À vous, à toute l'équipe, et donc à Vox également, merci. Et à vos téléspectateurs, et que d'autres prix arrivent dans les années à venir. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai commis un article dans un journal de la place, Présence économique, où j'ai essayé d'expliquer très simplement, avec des mots vraiment d'une simplicité enfantine, ce qu'est le FMI, comment il fonctionne et pourquoi. Le FMI est créé pour, dit-on, remettre de l'ordre dans la finance mondiale. Je dis dit-on parce qu'il est avéré que c'est un échec. Depuis que le FMI existe, ça ne marche pas. Bon. Mais il s'avère qu'il y a encore des pays, comme le nôtre, qui vont vers le FMI pour chercher je ne sais quoi. La question que vous posez, elle est pertinente. Malheureusement, je reviens sur ce que j'ai l'habitude de dire, la Chine est parmi les gens qui financent le plus le FMI. Donc, quand le FMI donne le la quelque part, c'est que les Chinois qui sont présents au conseil d'administration du FMI ont également donné le la. Quand les Chinois décident de faire quelque chose, c'est que le FMI également est d'accord. Donc, le FMI peut faire semblant de se poser des questions sur les accords entre le Congo et la Chine, entre la Chine et le Sri Lanka. Oui, vous aurez toujours un ou deux cadres qui vont râler, qui vont hurler, mais dans la réalité des faits, le FMI, ça ne lui pose aucun problème parce que le FMI a une préoccupation. 1, prêter de l'argent. 2, récupérer cet argent.
À partir du moment où le FMI sait que son argent qui a été prêté est récupéré, le reste importe peu pour le FMI. Peu importe les conditions. La question des conditions, c'est nous, Africains, qui devons nous les poser. Devons les poser à nos dirigeants, donc au gouvernement, à ce que nous appelons habituellement la représentation nationale, donc Assemblée nationale, Sénat, etc., etc. Mais pour le FMI, rassurez-vous, ce n'est pas vraiment une préoccupation pour eux. Et c'est finalement la même question. Parce que la question des conditions, c'est à nous de l'imposer, à nos gouvernants, c'est au Congo de réfléchir. Ça revient à cette question. Qu'est-ce que le Congo cède à la Chine ? Officiellement, on ne sait pas. Parce que comme vous savez... On va aller à tâtons. Est-ce que le Congo peut céder le pétrole à la Chine ? Écoutez, ça ne serait pas une première. À la conférence nationale de 91, on nous avait démontré que le pétrole congolais était gagé depuis fort longtemps. Quand on nous disait que chaque Congolais en 91 devait, donc par tête d'habitant, notre dette était de 650 000 francs CFA. On disait même que même le bébé qui naissait à l'instant où on parlait, il avait déjà sur sa tête une dette de 150 000. C'était essentiellement dû au pétrole. Donc nos États, des pays comme le Congo ou d'autres, qui sont faibles, qui sont petits, ont l'habitude de céder. Bois pour ceux qui en ont, café pour ceux qui en ont, cacao pour ceux qui en ont, pétrole et autres. Il n'y a rien de nouveau. On va aller pas à pas. Monsieur Hassan Bozir, est-ce que le Congo peut céder son pétrole à la Chine ? Bon, en fait, le problème ne se pose pas en termes de céder ou de ne pas céder. Ce sont des mécanismes de négociation qui existent et ce n'est pas le Congo qui va les inventer. Mais seulement, il s'est avéré que ce ne sont pas des bons mécanismes lorsqu'on engage les ressources naturelles pour avoir des préfinancements. C'est une très mauvaise méthode. Vous avez dit tout à l'heure que la Chine ne peut pas... Oui, le problème c'est la transparence. Le problème c'est la transparence parce que je voudrais rebondir sur l'occasion pour dire à mon frère, non, moi je ne suis pas d'accord que chaque fois que nous puissions dire nous les Africains, le FMI compte 189 États. Et sur les 189 États, il n'y a pas que les États africains, parce que tu sais que l'Afrique n'a pas qu'à 189 pays. Donc, ça prend beaucoup de pays. Et l'Europe, il n'y a pas longtemps, vous savez, le Portugal, la Grèce, je crois l'Espagne même à un certain moment, ont été sous le coup ou bien sur la coupe de FMI pour sortir de sa crise. Le problème ne se pose pas en termes des Africains, c'est plutôt en termes de la mauvaise gouvernance. À partir du moment où nous gérons mal nos ressources et nous sommes dans une faillite économique en réalité, même si on ne veut pas prononcer ce mot. Quand vous êtes en faillite, vous êtes obligé d'accepter le recours de ceux qui ont des moyens pour vous soutenir. Et c'est le rôle du FMI, certes. Les mesures mises en place par le FMI sont souvent drastiques et surtout sur le plan social, c'est ça souvent qu'on décrit au niveau du FMI, mais chez nous il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut pas dormir avec sa maman que lorsqu'on a là où dormir. Le Congo, aujourd'hui, quand vous prenez seulement le budget de 2019, le gap de financement est de 520 milliards. Les 520 milliards, pour les avoir, on compte sur les partenaires, donc beaucoup plus l'extérieur, principalement le FMI, parce que tant que le FMI n'est pas en négociation, le Congo ne rentre pas en négociation avec le FMI, aucun partenaire ne peut donner son argent. Même la Chine, qui sont passés du FMI pour donner l'argent, a compris qu'on ne peut plus continuer à faire confiance au Congo en donnant de l'argent comme ça. Et il faut se mettre derrière le FMI pour être sûr que l'argent qu'on va mettre cette fois-ci va revenir. La Chine a des moyens pour faire sa politique s'il veut. Nous avons vu, il vient d'annuler 12 milliards de dettes en Éthiopie. Donc, quand la Chine veut 2,9 milliards pour la Chine, c'est rien, c'est zéro. Mais comment faire confiance à un État à qui on a remis autant d'argent? Parce que, pour mieux éclairer la situation, la dette extérieure du Congo ne concerne pas seulement la Chine. Vous avez 4 types, on peut même dire 4 types de créanciers à qui le Congo doit. Vous avez donc les créanciers bilatéraux qui sont membres du Club de Paris. Vous avez les créanciers bilatéraux qui ne sont pas membres du Club de Paris. Vous avez les créanciers multilatéraux. Vous avez les créanciers commerciaux. Donc vous avez donc, comment on appelle ça, le Club de Londres. Vous avez Africasim Bank. Vous avez les traders dont l'autre vient de parler. Ça, c'est seulement ce qui concerne la dette extérieure. Et quand vous prenez seulement la dette avec la Chine ne nous prend pas au sérieux du moment où il nous a donné autant d'argent alors que nous avions nous-mêmes des excédents budgétaires pendant 10 ans. Et
on se retrouve finalement, pendant qu'on a tous ces excédents, on va encore prendre l'argent auprès de la Chine qui voulait faire du Congo un pôle de démonstration pour dire voici mon modèle que je veux impliquer et insuffler pour le développement de l'Afrique. Nous n'avons pas pu, et en cachette, nous nous sommes orientés vers les traders pour prendre de l'argent. Nous sommes allés vers la Turquie, on a pris de l'argent. Nous sommes allés vers le Brésil, on a pris de l'argent. Et quand on voit les investissements réalisés avec cet argent, comme vous voyez le rapport investissement-argent, c'est nul. En ce moment-là, donc, plus personne n'a envie de vous faire confiance, d'où maintenant l'envie de se tourner vers le FMI. Il faut l'accepter. En ce moment-là, M. Alphonse Ndongo, puisque la Chine accepte de rééchelonner cette dette, qu'est-ce que le Congo donne comme gage, comme confiance à la Chine? Rééchelonner ma dette, voici ma base de confiance, c'est mon papier, c'est mon stylo, c'est mon micro. Bon, c'est vrai que comme première garantie, ça peut prêter à sourire, c'est justement le FMI. Le FMI qui, justement, qui est comme l'assureur. C'est-à-dire que la Chine est sûre que, à travers, sous le regard du FMI, cette fois-ci, je vais finir par faire le recouvrement qui m'est dû. Et de l'autre côté, je parlais d'entrée de jeu des rapports commerciaux qui existent, qui sont apparemment plus importants aujourd'hui entre Beijing et Brazzaville, parce que je parlais des zones économiques spéciales. Vous allez constater que, apparemment, les Chinois voudraient obtenir l'essentiel de ces zones industrielles de Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'ils visent, alors, les Chinois, là? Ils visent quoi, déjà? Alors, à travers ça, il y a des grandes affaires qui se nouent. Et ils voilà. visent des minerais, ils visent quoi exactement? Des minerais. Je parlais aussi tantôt de ce clin d'œil, apparemment, qui n'est pas anodin, de Paulo Bambi, qui est quand même l'homme des réseaux, avec autant de fer qui sera exporté vers la Chine. Ils visent déjà l'exploitation minière. Il y a tout ça, la Chine en a besoin. La Chine, qui est elle-même grande productrice justement du minerai de fer, en a toujours besoin parce qu'il y a des grandes industries sidérurgiques, il y a des choses qui se créent en Chine, automobiles, ainsi de suite. Donc la Chine a toujours besoin des minerais de fer, a toujours besoin des richesses qui viennent de l'Afrique. Et le Congo, pour ça, est très gâté par la nature, très gâté par son sous-sol. Donc autant de choses qui, je crois, qui doivent rentrer certainement dans les accords commerciaux. Et puis il ne faut pas oublier, la Chine a de grands intérêts avec notamment sa banque qu'elle a créée chez nous, la banque chino-congolaise pour l'Afrique, qui a sa direction générale à Brazzaville, mais avec une expansion qui est prévue dans la sous-région. On parle du Cameroun, on parle du Gabon, et pas plus loin de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est autant d'intérêts, autant de choses qui font que la Chine, quelque part, peut aussi, pourquoi pas, être assez condescendant lorsqu'il s'agit de la situation du Congo. Et regardez, il est difficile dans les conditions actuelles, à moins de lire dans une boule de cristal, pour savoir ce que le Congo a cédé. Nous sommes là dans des suppositions, en parlant du fer qui va aller, en parlant de notre pétrole, pourquoi pas, qui fait déjà l'objet, évidemment, des échanges entre la Chine et le Congo, et puis de notre forêt, de notre bois, et toutes ces choses, et évidemment des sociétés financières comme les hubs financiers à travers la Banque chino-congolaise pour l'Afrique. Ce sont des choses, à mon humble avis, qui font que la Chine peut quand même, à un moment donné, s'assurer de la garantie du FMI, parce que c'est de ça que parle Hassen. La Chine, à un moment donné, aurait pu nous aider, mais les Chinois ont l'impression que nous ne capitalisons pas assez la coopération que nous avons avec elle. Hassen a parlé d'un pays, de l'Éthiopie, qui a bénéficié de l'effacement de la dette chinoise. Je vais dire, sauf erreur de ma part, j'ai suivi en Mondovision et lu dans la presse que la Chine avait effacé l'essentiel de sa dette envers le Cameroun. Et pourtant, stratégiquement, le Cameroun n'est pas aussi très engagé avec la Chine dans le cadre de certaines affaires, de certains commerces. C'est beaucoup plus le Congo qui est en première ligne. D'ailleurs, au niveau des chancelleries occidentales à Brazzaville, on en vient à nous demander, nous qui sommes de la presse économique, dites-nous, est-ce que vous avez le volume des échanges entre le Congo et la Chine? Parce que c'est vrai que la France est toujours devant, mais quelquefois il y a des statistiques qui n'apparaissent pas, et ça peut être que c'est la Chine qui devient notre meilleur partenaire commercial et économique. Donc, ce qui fait que toutes choses qui nous permettent aujourd'hui, je l'espère, parce que c'est ça qui m'intéresse, le dénouement, qui permet que finalement le Congo puisse, dans les jours à venir,
n'est-ce pas, avoir accès au marché financier international, parce qu'il faut le reconnaître, le FMI même ne nous donne pas de l'argent, le FMI nous donne son quitus, et dans ce quitus, derrière ce quitus, il y a la France qui nous réserve déjà 135 millions d'euros. C'est ce qui avait été promis par l'argentier français lors de son passage ici à Brazzaville. Et vous avez la Banque mondiale qui elle-même n'attend que le quitus du FMI pour aussi soutenir certains projets qui sont en train de s'essouffler. Vous avez la Banque africaine de développement qui d'ailleurs est venue ici à un moment donné. À la tête de la délégation se trouvait son vice-président. Bon, on attend le quitus du FMI. C'est tant mieux si ça peut faire revivre l'économie. Et je voudrais rappeler à mon très cher Obambé, le panafricaniste, j'aime bien, mais quelquefois les panafricanistes exagèrent. Dans le cas actuel des choses, aucun pays, notamment africain, ne peut se passer du FMI. Qu'on laisse ces histoires qu'on a entendues, à Kufuor dire au Ghana, je ne veux pas du FMI, c'est impossible. Vous ne voulez pas du FMI, alors vous vous pliez à l'exigence d'une meilleure gouvernance économique. Mais malheureusement, pour les pays africains, nous sommes beaucoup plus régis par la gouvernance politique. C'est-à-dire c'est la politique qui commande l'économie dans nos pays, tandis que dans les grands pays, les États-Unis et la France, c'est le monde économique qui dirige la politique. On va revenir à ce débat FMI, pas FMI tout à l'heure, mais j'aimerais revenir à ce que M. Hassen a dit tout à l'heure. Il disait, parmi les partenaires bilatéraux, n'est-ce pas, ceux envers qui le Congo doit de l'argent, la Chine pèse plus. Est-ce que c'est pour autant dire que pour ce qui est des autres, est-ce qu'on peut pour l'instant penser que c'est réglé avec le Congo et que le gros morceau à régler, c'est que la Chine? Bon, oui, en fait, non. Le problème de la dette, on accuse la Chine pour rien. Si la dette du Congo n'est pas soutenable, ce n'est pas à cause de la Chine. Si la dette du Congo n'est pas soutenable, c'est à cause des traders qui ont prêté de l'argent au Congo à des taux élevés sur des périodes courtes. La Chine a fait des prêts concessionnels, qu'on peut dire 0,25% d'intérêt sur une période de 20 ans avec un différé de 5 ans. Ça veut dire qu'il a donné de l'argent pour qu'on paye un peu jusqu'en 2030, je crois bien, ou 31, je crois. Donc, si ça ne dépendait que de la Chine, la dette était soutenable et amortissable sans problème. Mais à partir du moment où le Congo est allé prendre de l'argent aux côtés des traders, qui étaient de l'argent beaucoup plus gagé sur le pétrole, en ce moment-là, donc, les recettes actuelles, vous allez voir que, par exemple, nous prenons seulement l'exemple du budget actuel, malgré les 2000 et quelques milliards de budget que nous avons les charges de trésorerie qui sont de 1024 milliards. C'est insoutenable pour un pays qui a des recettes de 2000 milliards, qui a 1000 et quelques milliards de dettes. Est-ce que le fait de rééchelonner sa dette avec la Chine, est-ce que c'est pas aussi un bon signal envers les traders? Est-ce que ces traders ne peuvent pas en fait, rééchelonner aussi la dette avec le Congo? En fait, pour lui permettre de lui accorder la parole, en fait, là, tout à l'heure, M. Alphonse était en train de dire que c'est la banque Lazare, je crois, qui était chargée de négocier avec les traders. Je crois, si j'ai bien compris, et effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que de ce côté-là, ça est en train d'être fait parce que la dette la plus élevée était celle de la Chine, même si pour moi ce n'est pas la dette qui est insoutenable. À partir du moment où on l'a associée avec celle des traders, la dette du Congo devient insoutenable. Donc d'un côté c'est le FMI et les banques et autres, la Lazare et autres, qui allaient voir avec les traders parce que ce sont les Européens. Maintenant le Congo lui-même devrait faire face avec la Chine pour voir comment la Chine peut accepter d'échelonner sa dette, ainsi de suite. Donc si cela est fait, ça veut dire que d'autres conditions qui concernent la gouvernance. Oui, bien sûr, il y a de l'espoir. Mais le problème, moi j'ai toujours dit que le problème, bien que j'ai fait comprendre à mon frère panafricain qu'il ne faut pas accuser le FMI, ce n'est pas pour dire que le FMI est bon. Il faut que je reprécise bien. Le FMI a des conditions qui sont drastiques. La première mesure que le FMI va prendre, par exemple, parce que notre pays doit refaire ses finances. La première mesure que le FMI va assurément prendre, ça sera de lever la subvention sur le pétrole à la pompe. Ça veut dire qu'il va demander au Congo de ne plus subventionner le prix du pétrole à la pompe. Ça veut dire que, conséquence, le prix va fluctuer en fonction du marché et le prix alimentaire va monter et descendre. Voilà. Et le coût de la vie va
devenir encore plus dur et plus cher pour les citoyens. Ça, c'est ce qui est très difficile pour le Congo à vivre. Les choses ne vont pas s'arrêter là parce que jusqu'aujourd'hui, je vais laisser les autres parler, après je vais rebondir sur la dette intérieure pour dire que non, quand nous parlons dette, on parle de la dette avec les Chinois, avec la dette, mais il y a une vraie dette ici qui est la dette qui peut permettre au Congo de reprendre la croissance, c'est la dette intérieure. Donc le grand problème du Congo aujourd'hui, c'est d'essayer de revoir, ça c'est cette nouvelle émission qu'on va regarder, les charges courantes, ils sont trop énormes pour le Congo. Si le Congo a des difficultés aujourd'hui, avec son petit budget et le sérieux, on pouvait relancer notre économie sans dépendre des partenaires. Mais on a tout gâché. Le fait qu'on a gâché, maintenant pour rattraper c'est difficile. Mais comment la chose se pose avec acuité? Regardez, le train de vie de l'État n'a pas changé. Vous voyez dans les dépenses courantes, les biens et services pour 2019, c'est 187 milliards. Rien que l'armée à elle seule a 105 milliards de biens et services. Quels sont les biens et services que l'armée consomme pour prendre autant de milliards chaque année? L'évaluation n'est pas faite pour connaître les besoins réels. Donc on se met comme ça, on dit c'est l'armée, il faut donner, on donne. C'est la vraie difficulté du Congo. Vous avez par exemple, en ce qui concerne le transfert. Les transferts font près de 470 milliards. Et dans les transferts, on envoie encore l'argent à la CORAF. Pendant 10 ans, il a eu le compteur de performance, il n'a pas pu se restructurer, se perfectionner. Mais on continue à lui donner de l'argent. Vous voyez comment, à quel point, je dis que notre pays, avec le sérieux, peut reconstituer son économie, reconstituer le déficit financier et se relancer. Une question, est-ce que ça veut dire que le Congo y va les yeux fermés, comme un aveugle? C'est ce que beaucoup de pays africains ont toujours l'habitude de faire. Il n'y a rien de nouveau, encore une fois. On ne découvre pas la Lune. J'ai été interpellé à plusieurs reprises, je ne sais pas par où commencer. Monsieur Bozir a dit tout à l'heure, Monsieur Bozir a dit tout à l'heure, ce n'est pas la faute de la Chine, mais c'est la faute des traders. Moi, ma philosophie, elle est très simple. Si ça ne va pas chez vous, c'est vous le responsable. Moi, le FMI, je n'en veux pas. Et moi, je n'accuse pas le FMI. Ce sont des commerçants. Et ils sont là pour vendre de l'argent, ils ont besoin de gagner de l'argent, c'est normal. Les traders, c'est nous qui sommes allés chercher les traders. Les traders ne viennent pas chez nous nous mettre un couteau sous la gorge pour dire signer avec nous. Mais est-ce qu'on avait besoin d'aller vers les traders? Encore une fois, non. Le problème en Afrique, c'est que... Justement, il fallait faire quoi? En Afrique, on n'aime pas regarder ce qui marche. Et ce qui marche en général, vous savez, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure. Comme disent les Français, personne n'en parle. Mais quand un train est en retard, tout le monde en parle. Qu'a fait Thomas Sankara pendant 4 ans? Très simple. Il arrive, il trouve un budget déficitaire. Il n'y avait pas d'argent dans les caisses de l'État. Rien. Le FMI arrive. Qui est déjà au FMI? Alassane Dramane Ouattara. Ce qu'on ne vous dit pas, il est là-bas avec la nationalité voltaïque. Et M. Sankara dit, monsieur le compatriote, il paraît que vous êtes un financier brillant, rentrez, moi j'ai besoin de vous comme ministre des Finances. Sauf que Ouattara aime mener grand train, il se rend compte que les ministres en haute Volta, Burkina Faso sont très mal payés, il refuse. Sankara écrit au FMI. Il dit, il est là-bas sous couvert de notre nationalité. Vous le retirez, nous allons placer quelqu'un d'autre si vous voulez. Oufouette Boigny, qui déjà ne voulait pas de Sankara, sort un passeport pour ce monsieur. Il reste là-bas. Et Sankara dit, dans tous les cas, moi je ne veux pas du FMI. Pendant 4 ans, le FMI a frappé à la porte du Burkina Faso. À aucun moment, ils ont signé un accord. Je dis bien à aucun moment. Qu'est-ce qu'il a fait? M. Bozir l'a bien dit. L'armée, chez nous, je laisse les milliards. 185, 105. Il a dit aux militaires burkinabés, notre pays n'est pas en guerre. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Allez au champ. Allez faire les champs. Allez faire ceci, allez faire cela. Et réduction drastique à tous les niveaux. Au bout de 4 ans, au Burkina Faso, la production de blé était excédentaire. Au bout de 4 ans, les réserves de change du Burkina Faso étaient excédentaires. Je dis bien sans le concours du FMI. Sankara n'est pas économiste, c'est un soldat qui était patriote et il a su s'entourer de techniciens compétents. Donc on n'avait pas besoin de ces traders parce que la plupart du temps, lorsqu'on utilise ces traders, n'oubliez pas qu'il y a le principe de la rétrocommission. Ah oui, les gens ne vont pas chercher un trader pour le plaisir de le chercher. Vous n'allez pas partir d'ici, prendre un taxi à Kintélé pour aller chercher un trader gratuitement. Quand vous allez revenir, vous avez votre rétrocommission. Il nous reste 1 minute avant la pause. Monsieur Alphonse Ndongo aimerait dire quelque chose en 40 secondes. Oui, je voudrais quand même relever que c'est vrai, j'aime bien des bonnes philosophies des panafricanistes, mais je dis ça relève du passé. Aujourd'hui, il y a plus de consommateurs. La population du Burkina Faso à laquelle vous faites allusion n'est plus la même que celle d'aujourd'hui. Les besoins ont augmenté. On a besoin du FMI quelque part. Pourquoi pas si des pays comme la Grèce
Oui, quelque part, parce que si on est un peu sérieux, le FMI se limiterait dans un rôle tout simplement de consultant, de conseiller, de quelqu'un qui vient vous guider. On ne serait pas dans une situation aussi catastrophique où on rêve du matin au soir comment est-ce qu'on va signer un accord avec le FMI et pour pouvoir en attendre des retombées pour un pays qui est aussi nanti. Et lorsqu'on sait qu'il y a eu ce qu'on a appelé l'épargne budgétaire, il y a eu, n'est-ce pas, on peut se demander comment est-ce qu'en même temps on a engrangé des excédents budgétaires tels que le dit, enfin pas moi, c'est clair, les choses sont vérifiables sur le net. On a engrangé des excédents budgétaires, mais en même temps, on s'endettait quand même auprès de la Chine. Alors, où allaient ces excédents? C'est la question qu'on peut bien se poser. C'est exactement comme si vous êtes chez vous, vous donnez l'argent de la popote à votre épouse, et puis, à un moment, l'épouse dit, non, tout ce que j'ai acheté pour faire la popote au cours de ce mois, je me suis endetté. Et où est donc passé l'argent de la popote? Ça, si on amène ça sur le plan tout à fait plus facile, c'est la question qu'on serait tenté, n'est-ce pas, de se poser. On va quand même revenir à la deuxième question. Juste après la pause, est-ce qu'on peut s'attendre à un geste similaire des autres créanciers, notamment de la part des traders pétroliers, donc de cette banque Saint-Lazare? À cette question, la réponse, la banque Lazare, la gare Saint-Lazare en France. On reviendra pour la réponse juste après ce que nous propose Christian. Retour sur ce plateau, point des négociations avec le FMI est le thème de notre débat. Vient de nous rejoindre monsieur Jean Dibala, il est expert financier, cadre des banques. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avant cette pause, nous nous étions posé une question. Est-ce que le Congo peut relancer son économie avec sa dette intérieure? La question ou la préoccupation est de monsieur Hassan Bozir. Est-ce que vous pensez que le Congo, avant que monsieur Dibala ne prenne la parole, peut se relancer avec sa dette intérieure? Parce que la dette extérieure, apparemment, c'est pas pour demain. Bon, en ce qui concerne la dette intérieure, il faut d'abord reconnaître qu'elle a deux volets. Vous avez le volet social et vous avez le volet commercial. En ce qui concerne le volet social, vous avez les droits des travailleurs des banques publiques qui ont été liquidés. Vous avez les droits des travailleurs des entreprises publiques qui ont été liquidées. Vous avez les droits des ex-appelés volontaires de l'enseignement. Vous avez les victimes de 4 mars, vous avez les arriérés de la CREF, vous avez les arriérés de la CNSS. Alors déjà, moi personnellement, je me dis que le Congo a eu une très mauvaise volonté en ce qui concerne la dette sociale. Pourquoi? Comment comprendre que pendant 10 ans, nous avons eu des excédents budgétaires et qu'on n'a pas été capable de payer, par exemple, l'épargne des gens de la Caisse nationale d'épargne qui date des années, j'avais peut-être 15 ans. On n'a pas pu payer cet argent et jusqu'aujourd'hui, les gens traînent dans la souffrance. Vous avez les gens de 4 mars 2012. On a rasé tout un quartier. Et aujourd'hui, quand vous allez dans cette zone, les gens dorment dans des tentes. C'est pitoyable quand vous y allez. Le Congo a eu beaucoup d'argent, excédent financier et budgétaire de plus de 1000 milliards en 2012. On n'a pas pu régler le problème de ces gens de 4 mars au point où ces personnes aujourd'hui sont en train d'errer ça et là dans la ville, dans la souffrance. Certains avec des pieds amputés, ils sont là, ils n'ont pas eu l'appui de l'État jusqu'aujourd'hui. J'arrive. Et vous voyez, malheureusement, pendant cette période, l'État a engagé beaucoup d'argent dans les logements sociaux. Et qu'est-ce qui se passe? On constate les logements sociaux ont été achetés par ceux qui les ont construits. Pourquoi les mêmes personnes achètent alors qu'ils sont à l'administration, ils sont au service de l'État, on construit les logements, on dit sociaux, mais eux ils achètent, vous allez au camp Clairon, tout est occupé. Et moi j'ai même l'impression que les logements de Mpila jusque-là à Talanga construits n'ont jamais été occupés par la honte, parce qu'on se dit c'est sûr que tout est acheté et que si on prend le risque de loger les gens là-bas, ça serait un scandale. Comment on peut
vivre comme ça. Monsieur Hassen, autrement dit, avec la dette intérieure, c'est... J'arrive. Permettez que je termine. Oui, permettez que je termine. Non, il faut faire quelque chose. Parce que cette année, pardon, le budget prévoit 289 milliards, je crois, pour la dette intérieure. Mais là où il y a un vrai problème qui me dénonce avec la dette commerciale. Dans la dette commerciale, en dehors des opérateurs économiques congolais, vous avez les entreprises chinoises. Comment une entreprise chinoise peut être dans la dette intérieure? Ça veut dire quoi? Ces entreprises ne sont pas connues en Chine comme des entreprises. On les a montées chez nous directement par qui? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que nous, ce qu'on attend de l'étranger, c'est les investissements étrangers qui doivent arriver dans le pays. Mais comment expliquer que les gens ont quitté la Chine sans argent? Ils sont venus chez nous, ils ont créé des entreprises, ils ont eu les préfinancements. De quelles banques? Ce qui n'est pas trop clair, parce que ceux qui sont financés par Exim Bank et autres, on les connaît, ce sont les entreprises vraiment chinoises qui ont quitté la Chine. Et aujourd'hui, ces entreprises ont une dette qui est inscrite dans la dette intérieure. Quand on voit des choses comme ça, on se dit il faut chercher à reconnaître les véritables propriétaires. Voilà pourquoi moi, en tant que spécialiste, je dis toujours au ministre des Finances, c'est un appel que je lui lance, qui ne paye pas d'abord la dette intérieure des entreprises chinoises. Il faut faire un audit pour savoir d'où ils sont prévenus, comment ils ont fait pour avoir de l'argent, comment ils ont fait ces travaux. Et donc, devant cette situation-là qui se pose avec acuité, qu'est-ce qu'il faut se passer? Si le gouvernement veut relancer la croissance, il faut qu'il paie la dette intérieure, à l'exception de la dette que je boude, qui est la dette chinoise. Il faut qu'il paie la dette intérieure de telle sorte que les victimes de 4 mars puissent quand même se ressaisir. Dès qu'ils auront un peu d'argent, ils vont reconsommer. S'il faut reconstruire leurs bâtiments, qu'on ne donne pas aux entreprises étrangères, qu'on prenne les entreprises nationales. Dans le bâtiment, on a connu des Congolais qui peuvent mieux construire dans le bâtiment. C'est en ce moment-là que l'argent va rester dans le pays. Est-ce que monsieur Dibala, vous qui venez d'arriver, vous êtes expert financier cadre des banques, est-ce que ça veut dire qu'on peut se passer du FMI là, et relancer notre économie? Lorsqu'on écoute parler M. Hassen Bozir, qui est un analyste économique. Bien, merci, c'est une question pertinente. Est-ce qu'on peut s'en passer du FMI? Non. Je dis non. Le FMI, aujourd'hui, demeure, je pense, l'alternative à nos problèmes. Pourquoi je le dis? Parce que le Congo, aujourd'hui, a besoin d'argent, alors de beaucoup d'argent pour financer son développement. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement a initié un programme national de développement qui couvre la période 2018 à 2022. Et le PEN2, voilà. Ce programme national de développement repose sur 3 axes essentiels. La valorisation du capital humain, la diversification de l'économie à travers l'agriculture, le tourisme et l'industrialisation, ainsi que le développement du secteur privé. Mais pour financer ce programme national de développement, le Congo doit mobiliser environ 15 000 milliards. Mais aujourd'hui, le Congo n'a pas d'argent pour financer ce plan. Le Congo n'a pas d'argent, c'est parce que le Congo a une dette extérieure lourde, notamment envers la Chine. Effectivement, c'est 15 000 milliards. Mais il faut aller les chercher sur les marchés financiers ou encore auprès des bailleurs internationaux. Mais pour accéder à ces marchés financiers-là, il faut avoir le quitus du FMI. Pour que les bailleurs internationaux nous prêtent leurs fonds, il faut qu'on ait le quitus du FMI. Et donc, si le Congo ne conclut pas l'accord avec le FMI, je pense que ça sera difficile pour le pays de financer le programme, le plan national de développement 2018-2019. Le Congo a conclu un accord de rééchelonnement de sa dette avec la Chine. Est-ce que c'est un bon signe pour le Congo vis-à-vis du FMI? Est-ce que le FMI va dire « Ok, le Congo, venez » ? Oui, effectivement, le Congo a signé un accord de rééchelonnement de sa dette avec la Chine. Je pense que la signature de cet accord pourrait déjà ouvrir la voie à la conclusion d'un programme d'aide du Fonds monétaire. Parce que vous êtes sans ignorer que parmi les conditions que le FMI a imposées au Congo pour apporter son soutien, il y avait d'abord des réformes audacieuses et immédiates, des réformes qui vont frapper le social, des réformes dans le domaine de la gouvernance, mais aussi
sur la restructuration de la dette publique du Congo vis-à-vis de ses créanciers qui sont la Chine et les traders internationaux. Et donc la signature de l'accord avec la Chine, à mon avis, augure déjà des perspectives intéressantes pour le Congo. Mais le FMI ne viendra pas, vous conviendrez avec moi, peut-être, c'est vous les experts, il ne viendra pas ici au Congo comme un enfant de cœur. Ok, d'accord, vous avez rééchelonné votre dette avec la Chine, les traders aussi sont d'accord, je vous donne de l'argent, mais vous les Congolais ne faites rien, restez comme ça. Je pense que le FMI va frapper quelque part, parce que le FMI voudrait peut-être qu'on réduise le train de vie de l'État, c'est peut-être la population qui va subir, il y aura peut-être des taxes qui vont augmenter. Vous ne trouvez pas que ce tableau peut être vrai? Le problème de la réduction du train de vie de l'État n'est pas une préoccupation du FMI en réalité. J'insiste là-dessus. Ce que le FMI voudrait, ce que les marchés veulent, on vous prête de l'argent, ouvrez les vannes. Détaxez. Détaxer, 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 détaxer. Nous allons venir investir dans le domaine de la santé privée. Il y aura des cliniques. Nous allons peut-être faire des universités privées, ainsi de suite. Mais la réduction du train de vie de l'État ne les intéresse pas. Cela fait des siècles, enfin, je fais de l'ironie, cela fait des décennies que des pays, prenons 2 pays, la France comme le Congo, ont des trains de vie qui sont exorbitants. Toutes les personnes les plus sérieuses en France comme au Congo vous diront que nous avons des administrations qui sont hyper budgétivores. Mais vous ne verrez jamais la France aller vers le FMI. Depuis 1974, la France n'a aucun budget en équilibre. Mais la France ne va pas vers le FMI. Comment font les Français? Voilà les questions qu'il faut se poser. Mon frère Alphonse Ndongo me dit la population du Burkina a augmenté. C'est vrai. Mais curieusement, Compaoré qui a pris le pouvoir en 87, qui a été chassé en 2014, 27 ans de pouvoir, il a laissé une dette hyper colossale avec l'aide du FMI. On peut quand même se poser des questions. Pourquoi tous ceux qui vont signer avec le FMI, après, vous arrivez, vous avez mal aux yeux, quand vous sortez avec le FMI, vous avez mal aux genoux, vous avez mal aux pieds, ainsi de suite. Vous m'avez dit que c'est loin, d'accord. Mohamed Mahathir, il a dirigé la Thaïlande de 81 jusqu'aux années 2000. Ce monsieur, quand les dragons et les tigres en Asie, donc Corée du Sud, Japon, etc., ont connu une crise telle que les gens ont eu peur en se disant « le monde va s'écrouler ». Mahathir a dit « FMI dehors », il les a mis dehors. Et pendant des années, la croissance a été tout le temps positive jusqu'à atteindre 8,3%. Est-ce que vous dites FMI dehors aussi? Bon, en fait, je voudrais juste dire par rapport à ce que M. Dibala a dit, non, en fait, il ne faut pas dire que, comme le Congo a fait son programme national de développement, il faudrait à tout prix que le FMI vienne. Non, si le FMI est en train de venir, c'est pas que le pays est mort. Voilà. Il faut avoir le courage de dire les choses en face. Nous ne pouvons plus soutenir notre économie parce que la dette est insoutenable. Je venais de le dire ici que nous avons une décharge de trésorerie de plus de 1000 milliards qu'il faut supporter, alors que comment on appelle ça, les recettes de trésorerie, nous n'avons à peine que 118 milliards. Donc, quand vous faites la balance, il vous faut, donc vous ne gagnez que 118 milliards qui rentrent, mais vous avez des charges de 1024 milliards. Donc, il vous faut à tout prix. Or, l'excédent budgétaire est de 504 ou 505 milliards, d'où il faut chercher pour cette année 520 milliards. Et le gap de financement, cela, il faut le chercher où? Auprès des partenaires. Or, si notre pays avait bien géré son argent, avec tous les excédents de budget trésorerie qu'on a eu, ce gap n'allait pas poser un problème pour dire il faut à tout prix que le FMI. Aujourd'hui, le pays est essoufflé. Aujourd'hui, le pays ne peut plus faire face à ses engagements. Vous avez par exemple au niveau des réserves de change. Nous avons, en septembre 2018, on avait que 195 milliards pour couvrir juste un mois des importations. Or, la norme voudrait qu'on puisse couvrir au moins 3 mois d'importation, c'est-à-dire au moins 600 milliards de francs CFA de réserve. Nous n'en avons pas. Or, quand les recettes rentrent aujourd'hui, il y a la pression des partenaires à qui on doit de l'argent, il y a la pression de la Banque centrale pour reconstituer les réserves parce que les autres ne peuvent pas accepter que nous manquons de réserves. Sinon, vous avez vu entre-temps ici, on ne peut même plus importer ou bien envoyer de l'argent à l'extérieur parce qu'on vous disait il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de réserve. Donc l'économie est asphyxiée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour réussir à sortir le pays de cette situation, il faut des mesures courageuses. La première mesure courageuse, il faut diminuer les charges de l'État. Ça, il ne faut pas avoir honte. Nous avons un gouvernement de plus de 30 ministres. Alors, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Il faut réduire l'équipe gouvernementale au moins à 15 ministres. Il faut avoir ce courage-là.
Parce que les ministres qui sont là même d'ailleurs, pour la plupart, c'est comme les gens, tu as appelé les ouvriers pour te construire une maison, à cause de leur incapacité à construire, la maison s'écroule, tu fais venir les gens pour dire, venez, apportez-moi de l'argent, les mêmes ouvriers vont construire ta maison. Ça sera un échec. C'est la réalité actuelle de notre pays. Il y a des têtes que le président de la République doit prendre le courage de faire sauter sans gêne. Tant qu'il ne va pas le faire, ça veut dire quoi? Le Congo est dans un système, moi je le dis toujours, même si vous appelez le meilleur ministre, le premier ministre dans ce pays pour gérer, il va échouer. Nous avons un bon premier ministre, parce que les gens ne le savent pas, le critiquent souvent. Le premier ministre est l'un des meilleurs économistes de ce pays, c'est l'un des premiers docteur en économie dans ce pays. Mais il est dans un système où, par exemple, je prends un exemple simple, le FMI, avec l'accord du Congo, a dit qu'il faut créer un compte unique de trésor. Ça veut dire que toutes les recettes de l'État doivent aller dans un compte unique de trésor. Mais aller à la Banque centrale, vous n'allez pas trouver ce compte unique opérationnel. Vous avez le ministère du Tourisme qui prend son argent, qui le garde à sa manière dans les banques centrales, dans les banques commerciales. Vous avez le ministère des Forêts qui garde son argent dans les banques commerciales à sa manière. Alors, comment voulez-vous? Et lorsqu'on parle, on a beau parler, on attend jusqu'aujourd'hui le deadline donné pour que ce compte unique soit opérationnel. Je crois que ça devrait être fin 2018. Nous sommes ici en avril. Je ne suis pas sûr que si vous allez, nous sommes en mai plutôt, je ne suis pas sûr que si on va à la banque centrale, on va trouver ce compte opérationnel. Devant donc ces incapacités-là, même si le FMI amène 1000 milliards aujourd'hui, dans les mêmes conditions, c'est comme l'entonnoir, ça va rentrer ici, ça va sortir par là, parce que les habitudes n'ont pas changé. Il faut changer les hommes. Il faut changer les hommes, il faut changer le système, et il faut mettre un peu de rigueur, de telle manière que les gens qui sont impliqués dans la corruption soient du coup arrêtés. Il était question que par exemple, le ministère de la Justice puisse se rendre public sur un site web les informations sur le nombre de juges, les informations sur le nombre de procureurs, les informations sur les affaires concernant la corruption, le blanchissement d'argent, qu'eux ils jugent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que si je tape sur le net, je veux trouver ce site opérationnel? Niet. Donc, ce que le FMI va faire, c'est une décision politique pour aider le Congo. Sinon, en ce qui concerne la transparence, la gouvernance, nous sommes comme au départ, malgré les efforts qui sont consentis par certains ministres, que j'apprécie d'ailleurs, il faut dire que le Congo est encore à la case de départ parce que le système est ancré. Il faut couper les racines, ce qui est difficile à faire. Donc le FMI est un remède incontournable pour le Congo, comme l'aurait pensé la majorité présidentielle qui a d'ailleurs émis des recommandations là-dessus. Oui, j'ai suivi ce que la majorité présidentielle a dit. Remède incontournable, encore une fois, je dis non. Monsieur Bozir a dit un mot très important. Le FMI va juste nous aider. Mais ce n'est même pas une aide qu'ils vont nous apporter. Quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il s'en va, vous portez mieux. Est-ce que la majorité présidentielle a tort de penser que le FMI doit venir au Congo? Mais la question que moi j'ai envie de poser, c'est quelle étude... Oui, mais à la majorité présidentielle, quelle étude ils ont menée sur tout ce que le FMI a fait à travers le monde depuis qu'ils existent? Ils sortent des universités. Hein. Ils sortent des universités. Écoutez, je vais dire une chose. Nous avons raté un virage, c'est avec cette histoire de démocratie. La démocratie a un contenu. Il ne suffit pas de dire démocratie, démocratie, démocratie. Monsieur Bozir l'a dit tout à l'heure, la redevabilité, la transparence. Le contenu de la démocratie, c'est dire les choses. Je vais emprunter 100 pour dépenser 50 ici, 25 là-bas. C'est ça qu'on appelle la démocratie. La démocratie, ce n'est pas de dire j'emprunte 100, un beau matin, je dois 1 milliard, et toi qui n'as pas consommé, tu payes. Ça, ce n'est pas la démocratie. Là, on est dans un système autre que les Africains ont expérimenté et continuent d'expérimenter. Je reviens à la Grèce. Il a parlé de la Grèce. Le FMI est allé en Grèce, c'est vrai, mais qui a piloté le dossier? Ce sont les Européens. Quand j'insiste tout à l'heure, les Africains, allez sur Internet, vous cherchez Éric Brunet, journaliste français. Ce monsieur est un libéral. Il pense que l'État ne doit jamais intervenir. Mais il a dit ceci: la Grèce, c'est le berceau de notre civilisation. Nous devons sauver la Grèce. Merkel, Hollande et autres, en Europe, se sont mobilisés et ont fini par dire au FMI, voilà ce que nous avons pu obtenir de la Grèce. En Afrique, c'est chacun qui va jouer sa petite partition devant le FMI. Chacun va dans un petit coin, il ramène quelque chose. J'ai un réchelonnement par-ci, j'ai un réchelonnement par-là. Mais à quelle fin? Oui, mais la métaphore voudrait dire quoi? Lorsque Hollande, Merkel et... je ne sais pas qui, se mettent ensemble et vont dire au FMI, voici ce que nous avons. Voici ce que nous avons. avons. La métaphore par rapport à l'Afrique est où? Mais ça veut simplement dire ceci.
Si la Grèce, ça ne va pas, tous les Grecs vont quitter leur pays, ils vont venir chez nous. Mais nous, ça, on ne peut pas l'accepter. Nous avons des opinions publiques qui ne vont pas l'accepter. Vous avez déjà vu des dirigeants africains s'asseoir pour dire il y a le feu chez notre voisin, avant qu'il n'ait un FMI, nous, on va faire ceci, nous, on va faire cela. Individuellement, les choses se font. Mais collectivement, il n'y a pas cet esprit d'équipe. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire sans le FMI. Oh si, non, mais je vous ai donné des exemples où les gens s'en passent. Je vous ai dit dernièrement la Thaïlande. Ah oui, moi, Mahathir a mis le FMI dehors. Si vous pensez qu'on peut faire sans le FMI, lorsque je viens d'écouter Hassan Bozir tout à l'heure, lorsqu'il faut changer les hommes... Non, le système d'abord, non, pardon, non. J'en arrive. Les hommes, c'est une chose, mais c'est le système. Je vous ai dit lorsque je vous écoute, vous deux, on a comme l'impression, changement de système, changement d'homme, et tout ce que vous dites en tant que panafricaniste, on a finalement comme l'impression que pour vous, on peut s'en passer du FMI. Mais bien sûr, si on change de système, je vous promets, le FMI va fermer la porte. Est-ce que c'est votre avis? Bon, en fait, moi j'ai toujours dit que le Congo n'a pas de problème. Le problème du Congo, ce sont les hommes. Je le dis et je le répète sans gêne. Pourquoi je le dis pourquoi. Je le dis pourquoi. Ça veut dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que notre pays était en mal d'argent? Est-ce que notre pays était en manque d'argent pour se tourner vers les autres? Moi, je vais vous parler honnêtement. Moi, je fais confiance au président de la République. En mars 2016, je crois, 2015, je crois, 2016, lors d'un débat sur Africa 24, le président lui a posé la question sur l'argent des générations futures. Il a dit l'argent, il y en a. En 2016, je crois. L'argent, il y en a. C'était une interview, c'était pas un débat. Voilà. Donc, il a dit l'argent, il y en a. J'arrive. L'argent, il y en a. Et je crois bien, l'un des ministres, lors maintenant d'un débat, sur la question du compte de stabilisation à la Banque centrale, il a dit l'argent, il y en a, on fait les audits chaque fois. Ça veut dire que l'argent, il y en a. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que devant l'incurie, devant la mauvaise gouvernance, il se replie pour ne pas exposer tout, parce qu'à la fin, c'est lui qui est exposé. Il faut maintenant qu'on vérifie. Voilà pourquoi il faut faire les audits. On a demandé, le grand problème aujourd'hui de notre pays, c'est qu'on installe une bonne gouvernance. En un temps record, on peut relancer la situation, même s'il y a des déficits. Parce que vous avez les entreprises publiques, elles sont toutes déficitaires. Comment vous pouvez expliquer que depuis des siècles, depuis que ces entreprises ont été créées, on peut dire qu'ils n'ont jamais fait de bénéfices? Comment on peut avoir une entreprise qui ne fait jamais de bénéfices? Alphonse Ndongo, le Congo sans le FMI, c'est possible. Ce n'est pas possible parce que... Mais ils ont démontré que c'est possible. Non. Changement de système, changement d'hommes et tout le reste. Non, c'est pas possible parce qu'aujourd'hui, les besoins de financement du Congo sont assez importants. Comme l'a dit M. Dybala, c'est vrai qu'on ne va pas attendre 1500 milliards qui viennent uniquement des prêts extérieurs. Mais il y a aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, hein, le Congo doit par exemple aux entreprises françaises plus de 211 milliards de francs CFA. Ce sont des chiffres qui proviennent des services économiques auprès de l'ambassade de France au Congo. Et Hassan a parlé tantôt des entreprises chinoises. Je voudrais relever que ce sont des entreprises, certes gérées par des Chinois, mais de droit congolais. Exactement. Donc, il faut faire un distinguo entre les entreprises à capitaux, évidemment, donc ce sont des entreprises de droit congolais. Et il y a la dette sociale à laquelle il faisait allusion. Mais il ne faut pas aussi occulter un fait, c'est que lorsqu'il s'agit de la dette intérieure, je suis quelque peu dubitatif. Je n'ai rien contre nos opérateurs économiques, mais on sait très bien qu'au sorti de la guerre en 97, il y a des opérateurs économiques qui n'avaient rien fourni à l'État, mais dans le cadre de l'audit qui avait été mené à l'époque par le cabinet Ernst & Young, dirigé à l'époque par Nick Fila de Saint-Eudes, moi je l'ai relevé dans Jeune Afrique Économie, d'ailleurs ça a été un problème entre lui et moi, c'est qu'il y avait eu quand même une dette qui n'était pas réellement celle-là, parce qu'elle a été une dette quelque peu maquillée. Et donc, ce qui fait que quand le ministre Ndéli est arrivé, il a dû mettre cette dette en parenthèse. Et celle qui est là aujourd'hui, donc il faut tout simplement faire un audit. Il faut faire un audit pour savoir qui a fourni quoi à l'État et qu'on vérifie cela. Parce qu'il ne s'agit pas seulement qu'il y a une dette intérieure qui se lèverait à temps. Donc le Congo a besoin d'argent parce que il a relevé
les réformes structurelles n'intéressent pas trop le Fonds monétaire international. Ça peut intéresser lorsqu'il s'agit de capter assez de moyens financiers pour pouvoir booster le trésor, mais lorsqu'il s'agit des autres réformes structurelles, le Fonds monétaire international s'en moque comme de l'an 40. Bon, et alors, aujourd'hui, les besoins du Congo sont beaucoup plus des besoins financiers. Vous allez voir que des étudiants de par le monde, nos étudiants ne sont pas payés. Vous verrez que nos retraités ne sont pas payés. Vous verrez que les chantiers sont aux arrêts. Vous verrez que dans certaines structures hospitalières, il manque de sang, il manque de ceci. Tout cela, c'est l'effet de la crise. Les salaires sont réguliers? Les salaires, on peut même se dire que c'est un miracle. Peut-être le problème du Congo et le problème de ce gouvernement, au-delà du fait qu'on peut dire, oui, le Premier ministre Clément Mwamba est un bon Premier ministre, il est nanti d'une forte expérience à la Banque centrale, c'est un économiste réputé, mais le problème, c'est qu'il y a un déficit de communication. Est-ce que vous savez... Ma question était celle de savoir si les salaires sont réguliers. Les salaires des fonctionnaires. Non, c'est un miracle là, à comparer à d'autres pays comme le Tchad. Il y a des efforts qui se font. Il y a même un effort qui est fait, c'est parce que le gouvernement ne communique pas. Il y a un effort qui a été fait par le gouvernement dans le cadre du service de la dette, qui est passé. C'est vrai que la dette reste insoutenable, mais c'est passé de 120% du PIB aujourd'hui, ça se situe aux encablures de 90. Comment ça s'explique? Bon, il y a quand même eu des remboursements, il y a eu le marché du pétrole qui a été quelque peu relevé entre-temps. Je suppose que c'est ça, c'est pourquoi je parle de communication, parce que le gouvernement ne communique pas du tout. Il y a eu des économies qui ont été faites par le gouvernement dans le cadre de l'assainissement du fichier solde, de la fonction publique en ce qui concerne les civils. Je crois qu'il y a eu un gain de quasiment de plus de 2 milliards de francs CFA. Là, il y a un autre assainissement du fichier solde, cette fois-ci, de la solde militaire qui est en train de s'opérer. Donc, c'est juste parce que le gouvernement ne communique pas. C'est quand même dommage parce que, bon, nous, on est obligés de faire leur travail. Mais en fait, il y a des efforts qui sont faits et c'est ce qui vient corroborer le fait que le Congo, en bénéficiant du réchauffement de la dette auprès de la Chine, eh ben, ça lui ouvre tout de suite un boulevard pour pouvoir présenter son dossier au Fonds monétaire international à l'occasion de l'Assemblée générale du Conseil d'administration qui va se tenir en juin prochain. Donc c'est une bonne nouvelle. On voudrait que les choses repartent de bon pied. Maintenant, quant à ce que mes co-débatteurs évoquent, notamment il faut payer la dette intérieure. On ne peut pas payer la dette intérieure s'il n'y a pas d'argent. Il faut de l'argent, il faut que sur le plan international, nous bénéficions du quitus du FMI et que ce quitus nous donne accès au marché financier international et par effet d'entraînement, l'argent injecté dans le circuit économique permettra certainement à certaines entreprises de redémarrer du bon pied parce que les gens pourront maintenant payer les impôts. L'État aura un peu d'oxygène et évidemment, ça va permettre, c'est cet argent qui peut permettre de voir comment est-ce qu'on peut faire un tableau d'amortissement de la dette intérieure. Mais je dis encore une fois de plus, il va falloir qu'on fasse quand même un réel audit. Pas des audits qui sont biaisés. Vous ne parlez pas de la relance de la consommation quand même. Hein. La relance de la consommation passe justement par le quitus que nous aurons avec le FMI. L'argent injecté dans le circuit financier permettra sur le plan national de pouvoir un tout petit peu de relancer la fonction de consommation. S'il n'y a pas ce quitus du FMI, vous voyez qu'entre-temps, malgré tout ce qui a été fait, c'est pas la faute des autorités. Je sais que le président s'est vêtu de sa veste de bon négociateur qui allait en Chine. Ça n'a pas marché. On a essayé d'approcher les marchés financiers du pays du Golfe arabo-persique. Ça n'a pas marché. Nous ne pouvons même pas lancer des emprunts obligataires. Monsieur Alphonse Ndongo, si c'est pas la faute des autorités, la faute revient à qui? Non, la faute revient aux autorités. Il faut qu'on se dise des choses telles qu'elles sont. Oui. Nous n'avons pas bien géré la manne pétrolière. Je crois que je ne vais pas revenir sur ce Kassem a déjà dit. Si on avait bien géré la manne pétrolière, le choc de la crise que nous subissons aujourd'hui serait certainement de moindre degré. Comment est-ce que des pays comme le Cameroun font? Comment est-ce que le Gabon a pu remonter la pente? Comment est-ce que la Guinée équatoriale résiste? Comment est-ce que la Guinée équatoriale résiste? Mais vous verrez que là où on a mal géré, comme le Tchad et le Congo, ça il faut le dire, eh bien évidemment, les conséquences se font sentir. On dit qu'en échange pas une équipe qui gagne. L'équipe congolaise a-t-elle gagné ou perdu?
l'équipe congolaise a perdu, il faut le dire, mais maintenant, il faudrait que l'économie revienne au centre. Il faut la changer. Et que ce ne soit pas la politique qui dirige l'économie, mais que l'économie dirige la politique. Parce que ce sont des appréciations politiques qui font que quelquefois le président est obligé de fermer les yeux sur les incompétences de certains ministres. Alors que si on faisait franchement parler l'économie, il y a des ministres qui ne méritent plus d'être là. Une question. On regarde tout autour du Congo. J'ai le Gabon, j'ai le Cameroun, j'ai le Tchad. Est-ce que l'aide du FMI a permis de changer la situation économique dans ces pays? Ça brûle au Gabon, si vous suivez l'actualité, au niveau de la caisse de sécurité sociale. Je ne sais pas le nom exact, ça brûle. Ils n'ont pas d'argent. Il n'y a pas très longtemps, ils ont attrapé une dame de cette structure en France avec beaucoup d'argent, énormément d'argent. Je vous dis, je vous répète. C'est une question d'homme. Hein? Non, de système. Non. Et de système. Foucault Makaya. Il faut qu'on soit clair avec les choses. Non, il faut qu'on soit clair avec les choses. Vous savez, ce que fait le FMI, oui. Le FMI est en train de nous blaguer. Je veux parler en terre à terre. Quand la guerre de 39-45, qu'ils ont appelée guerre mondiale, mais en réalité c'est une guerre eurasiatique, se termine, la France, puissance coloniale, la Belgique, l'Angleterre vont emprunter de l'argent auprès du FMI. C'est essentiel, hein, je me permets de le dire, pour, disent-ils, mettre en valeur leur colonie. Le FMI, moi je vous ai dit, ce sont des commerçants, ils sont là pour prêter de l'argent. Ils ont prêté de l'argent, le mouvement de la décolonisation a eu lieu, officiellement nous sommes devenus indépendants, Pierre est devenu Jacques. En 20 secondes. Non, en 20 secondes, rapidement. Et qu'est-ce que ces puissances coloniales ont du FMI? Messieurs du FMI, sachez que l'argent que nous avons emprunté auprès de vous n'était pas pour nous, mais c'était pour mettre en valeur ces territoires, Congo, Guinée et autres. Du coup, les dettes ont été transférées dans nos pays. Le 15 août, le 14 août, le Congo ne doit aucun argent au FMI. Le 15 août, à minuit, quand nous sommes indépendants, quand le drapeau est levé, nous sommes devenus sérieux. Comment on peut continuer à payer cette dette? Pourquoi on paye cette dette? Faisons l'audit. Il a dit, je le dis toujours, faisons l'audit et nous verrons plus clair à ce niveau. Je vous promets que le FMI n'aura plus de travail. Les gouverneurs et autres du FMI vont rentrer chez leur papa et maman. Ça a échoué au Gabon, vous l'aviez dit, peut-être au Cameroun. Est-ce que le Congo aura peur du FMI? Non, le Congo ne doit pas avoir peur du FMI. Au contraire, le Congo doit collaborer avec le FMI. Hein? Vous savez, quand je suis certaines personnes, j'ai l'impression c'est comme si le FMI, c'est le FMI qui est à l'origine de nos malheurs. Justement, non. C'est nous-mêmes. Je dis ceci. Vous savez, d'abord, le rôle du FMI, c'est quoi? Le FMI, outre son rôle de promouvoir la coopération monétaire internationale, mais le FMI lutte contre la pauvreté. C'est plutôt la Banque mondiale et non pas le FMI. La Banque mondiale et le FMI. Non, pas le FMI. La Banque mondiale et le FMI. Le rôle du FMI, c'est de lutter contre la pauvreté et assurer le bien-être des populations. Vous comprenez? Et Monsieur Arsène l'a dit tout à l'heure que Monsieur Arsène, excusez-moi, l'a dit tout à l'heure que l'économie congolaise aujourd'hui est asphyxiée. Oui, mais c'est parce que l'économie congolaise a des problèmes que nous avons fait recours au FMI. Mais n'oubliez pas que par le passé, le FMI a aidé le Congo. Ah bon? Oui. Souvenez-vous, en 2010, le Congo a pu accéder au point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, ce qui a permis à notre pays de bénéficier d'une annulation substantielle de sa dette. Et croyez-moi, si l'épargne générée par l'allègement de cette dette-là avait été utilisée pour financer, par exemple, des secteurs porteurs de croissance, peut-être qu'on ne serait pas aussi arrivé là où nous en sommes aujourd'hui. 2010, 2019, 9 ans après, c'est la catastrophe. S'il vous plaît, Arsène l'a évoqué tout à l'heure. Il nous reste 45 secondes. On va les réserver à M. Arsène. Oui, le FMI, Arsène l'a dit, que le FMI, l'argent que le FMI va donner au Congo va certainement rentrer dans Non, le FMI, oui, l'argent que le FMI va prêter au Congo va rentrer dans les poches des autorités. J'ai dit non. Mais le FMI a conditionné son soutien au Congo, d'abord, à des réformes. Et parmi ces réformes-là, il y a la bonne gouvernance. Et n'oubliez pas que
Si aujourd'hui, le Congo a mis en place la haute autorité de lutte contre la corruption, et c'est une recommandation du FMI. Merci beaucoup, M. Hassan. On va se rendre parce qu'on me dit que c'est la fin de l'émission, mais on va se rendre. Non, en fait, je n'ai pas dit que l'argent va rentrer dans les poches des dirigeants. Il faut que les choses soient claires. Si vous allez au trésor public, vous voyez la manière dont l'argent sort du trésor. Souvent, ce n'est pas les dirigeants directement qui viennent le prendre. C'est le mécanisme mis en place qui a dit que si l'argent avait financé le secteur porteur de croissance, je peux te poser la question, l'argent avait servi à financer quel secteur? Pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans une telle situation? Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est ceci. Non, le FMI ne vient pas pour dire je vais aider. Quand il aide, on prétend de l'argent. Je dis que le FMI a des mesures qui sont drastiques. Ce que le FMI veut, le premier objectif de FMI, c'est de régler le problème de déficit budgétaire, c'est-à-dire le déficit financier qu'il y a dans notre pays. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai eu à discuter avec eux parce que je n'étais pas d'accord avec eux pour dire comment vous pouvez demander au Congo de réduire son budget d'investissement pour mettre l'accent sur les réserves qu'il faut avoir dans le compte. Ils m'ont dit, ce n'est pas nous qui avons demandé au Congo de se mettre dans une telle situation, d'une dette insoutenable. Donc, la question revient quand je parle de la gouvernance, c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait de la rigueur. Ça veut dire que les mesures qui sont mises en place doivent être respectées de manière à ce que la transparence aidant, la rigueur dans la justice puisse faire que les gens ne blaguent pas avec l'argent comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un administrateur, quelqu'un qui travaille pour la fonction publique, puisse devenir riche. Je crois que c'est Harry Truman qui l'avait dit. Comme vous voyez un politicien riche, c'est que c'est un escroc. Voilà. C'est clair. Comment chez nous, ils deviennent riches alors qu'ils ne servent que l'État? Merci beaucoup. C'est sur ces mots de M. Hassan Bozir, analyste économique, que nous mettons un terme à cette émission. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Alphonse Ndongo, qui marque son grand retour en 2019, mois de mai, il faut le dire. Hein. M. Gagoso Bambé, merci panafricaniste, votre grand retour également. Et puis M. Jean Dibala, expert financier, cadre des banques, grand retour également. Merci. Point des négociations avec le FMI, c'était donc le thème de ce débat, mesdames et messieurs. Merci et au prochain débat.